Merci. Je remercie le Collège des architectes de Catalogne pour son aimable invitation. J'ai entendu beaucoup de choses intéressantes. Je n'ai pas dit que ce n'était pas patrimoine mais business, ce n'est pas patrimoine mais marchandise qu'il fallait entendre à la fin de la dernière intervention. Je suis intéressé par cette question du retour de l'intérêt pour l'architecture vernaculaire. L'Allemagne nazie était, malgré les manifestations industrielles qu'on a connues, fondamentalement une utopie agricole et rurale. Dans l'Italie fasciste, Giuseppe Pagano s'est emparé de l'architecture vernaculaire pour proposer pratiquement un modèle social. Après la chute de la Deuxième République, l'État espagnol a reconstruit son territoire sur un mode néo-vernaculaire. Donc, toutes ces architectures vernaculaires ont une présence ou une absence dans nos mémoires pour des raisons idéologiques, pour des raisons mémorielles, pour des raisons politiques. Xavier Cercas, dans son dernier roman, dont le titre en castillan est El Impostor, cite 12 ou 13 fois William Faulkner, qui dit « Le passé appartient au présent ». Et je crois que nous devons réapproprier le passé en acceptant qu'il fait simplement partie de notre présent, parce que c'est ça qui permet peut-être de comprendre les fortunes différentes dans le temps de l'architecture vernaculaire et l'intérêt cyclique pour les architectures vernaculaires. En ce moment, 40 ans après la fin des années du franquisme, l'architecture vernaculaire nous touche. Nous avons tous l'intuition qu'elle est essentielle. Nous avons à cœur de la conserver, de la réhabiliter, et nous savons de manière empirique qu'elle est un bien culturel fondamental. Mais au fond, nous ne nous sommes pas vraiment demandé pourquoi nous portons ce regard nouveau sur l'architecture vernaculaire. J'aimerais revenir à 2-3 arguments tout à fait simples et fondamentaux. Il y a des anthropologues comme Amos Rapoport qui a consacré des années de sa vie à faire un inventaire des définitions du terme vernaculaire. Il a écrit un article ennuyeux à mourir sur les 30 ou 40 définitions de vernaculaire. C'est très savant, c'est très intelligent, c'est très cultivé, ça ne sert à rien. J'ai choisi une définition de vernaculaire, celle du philosophe Ivan Illich, qui rapporte le terme de vernaculaire au droit romain, au droit de l'empereur Théodose, qui a décrit dans son codex, dans le code de Théodose, ce qui est vernaculaire, c'est ce qui appartient au domaine rural, donc à l'exploitation agricole, et qui n'est pas destiné au marché. Et vernaculaire, ce qui est destiné à l'autoconsommation et qui n'est pas destiné à aller sur le marché. Donc, le domaine vernaculaire, c'est le domaine qui est resté à l'extérieur de la marchandise. Quand on voit une maison transformée, une maison du patrimoine transformée pour coûter 1,5 million d'euros, elle n'est plus du domaine vernaculaire, elle est de plein pied dans le domaine de la marchandise. Je voudrais juste vous montrer un court extrait d'un film d'Akira Kurosawa, d'Erzu Uzala. C'est l'histoire de l'arpenteur Vladimir Arseniev qui rencontre le sauvage Uzala et qui lui apprend
l'architecture vernaculaire ou les gestes élémentaires de l'architecture vernaculaire. Si ça marche, parce que si ça ne marche pas, j'insiste pas. Bon, il ne veut rien savoir. Je vous le raconte. Ah voilà. Ça vient, ça vient. Je ne vais pas vous montrer tout le film, mais ici en bas, on peut faire courir le curseur. Voilà. Arseniev est avec Uzala sur le lac gelé, la tempête se lève et Uzala lui apprend le geste vernaculaire qui est de rassembler des branches, de construire une cabane. Il donne des ordres au capitaine, il partage son savoir-faire traditionnel empirique et c'est par ce geste que le sauvage Uzala sauve la vie de l'officier russe Arseniev, chargé d'arpenter les territoires de l'Est russe. Et la dernière image de cette scène, un peu plus loin, après que la tempête sera terminée, on voit Arseniev sortir son carnet de croquis et faire l'architecte en dessinant le principe de construction de la cabane. Le film est à cet égard bien intéressant parce qu'il donne une image de ce domaine primitif, élémentaire de ce qui est vernaculaire. Si la machine veut maintenant bien s'arrêter, je pourrais sortir mes images. On a vu tout à l'heure toute une série d'architectures de construction vernaculaire qui ont été abandonnées par leurs usagers. L'argument le plus simple, le plus élémentaire consiste à dire que ces maisons étaient inconfortables, que le mode de vie a disparu, que l'agriculture ne rapporte plus. Mais il faut faire un parallèle qui a une certaine importance. De même qu'aucun ouvrier du 18 ou du début du 19e siècle a quitté la terre et ses moyens de subsistance traditionnels de bonne volonté pour aller travailler en usine. De même, l'abandon de l'espace vernaculaire s'est pas fait dans une manière lisse, naturelle, directe, juste parce que les éléments du progrès étaient mieux, étaient convaincants, étaient attractifs. Il a fallu une construction idéologique tout à fait structurée pour convaincre les gens que l'architecture moderne ou l'architecture construite à l'aide de marchandises pouvait être plus intéressante. Vous connaissez tous l'histoire des trois petits cochons? Oui? Alors le premier cochon, il construit sa maison en paille. Le deuxième, évidemment, il doit disparaître dans la forêt pour échapper au grand méchant loup. Le deuxième petit cochon construit sa maison en bois. Évidemment, le loup souffle sur la maison s'envole et il doit partir dans la forêt. Et le troisième petit cochon, qui suit les préceptes culturels, reçoit ou achète, on voit la transaction, il reçoit des brouettes de briques, mais vous savez comme moi qu'aucun marchand de matériaux de construction ne vous donne les briques. Holcim, est-ce qu'il vous donne le ciment? Non, il vous vend le ciment. Donc le troisième petit cochon, il ne fait pas une chose rationnelle, normale, directe, il fait une chose prescrite culturellement par un conte du XVIIIe siècle, qui est une construction idéologique. Et l'iconographie est quand même saisissante. Si je vous montre ici le petit cochon et que je vous montre ici une couverture du magazine URSS en construction dans la période jdanovienne à partir de 1957,
l'iconographie est sensiblement la même. Le petit cochon ou le petit maçon font les mêmes gestes. Le processus de propagande, le processus de diffusion de l'idéologie conduit à prescrire l'idée de construire avec des biens marchands, de faire du logement une marchandise, alors que dans le domaine vernaculaire, la construction de l'abri de Arseniev se fait avec des roseaux, qui est un bien libre. Les matériaux sont des biens libres, la cabane est un bien libre, et le savoir-faire, même s'il est spécialisé, est un savoir-faire diffus. Je crois que là, on a une bonne approche, ce n'est pas une définition, mais on peut regarder à peu près précisément quel est en fait le domaine du vernaculaire. Et pour la suite de ma démonstration ou des images que je vais partager avec vous, cette distinction, elle est absolument essentielle. Je m'intéresse à ce qui échappe au domaine dominant de la marchandise. L'architecture du brandscape mondial se construit avec quels matériaux? Le béton, l'acier, le verre et le crédit. Le béton, c'est Holcim Lafargue, l'acier, c'est ArcelorMittal, le verre, c'est Saint-Gobain et quelques autres, et le crédit, c'est Goldman Sachs. Et cet élément est absolument fondamental parce que c'est pour moi la ligne de partage de l'architecture qui ne m'intéresse pas et de l'architecture à laquelle je m'intéresse quand je m'intéresse à l'architecture vernaculaire par extension, ni par fétichisme historique, ni par réappropriation idéologique, ni par goût pittoresque ou romantique, uniquement par différenciation de qu'est-ce qui participe aux grands flux financiers mondiaux et qu'est-ce qui peut être des domaines d'autonomie de l'activité de construction, des domaines de réappropriation de la construction. Vous connaissez tous Bernard Rudowski, qui en 1964 a fait l'exposition au MoMA et le catalogue Architecture Without Architect. Rudowski, 20 ans plus tard, fait un livre qui s'appelle The Unfashionable Human Body. Et pour ce livre, un ami peintre lui dessine ce pied en disant ça c'est le pied idéal, non pas pour marcher, pour aller au champ ou pour aller à la plage, c'est le pied idéal que rêve un fabricant de chaussures. Et ce n'est pas une blague, c'est sinistre parce qu'au fond, pour que le pied réel qu'on a dans nos chaussures puisse entrer dans les chaussures, c'est une bataille idéologique qui ressemble beaucoup à la bataille idéologique qui a affecté le logement. Au Japon, tout de suite après la guerre, c'est toujours tiré du livre de Rudowski, pour vendre, les femmes japonaises marchaient dans des sandales très confortables et dans des chaussures plates extrêmement agréables pour marcher sur les tatamis. La mode veut leur vendre une marchandise qui est la chaussure à talons hauts. Comme aucune femme normale ne sait marcher avec des talons hauts, la nature ne vous a pas fait pour marcher avec des talons de 12 cm, il faut un exercice et une vraie gymnastique, donc il faut une propagande pour que les femmes japonaises apprennent à marcher contre nature avec des talons et pour qu'on puisse leur vendre des chaussures. Ce qui est vrai pour les talons est vrai pour les corsets. On en a même fait avec des baleines en acier inoxydable. Et Rudowski présente les conséquences sur la morphologie du corps de la femme du corsetage. Cette histoire est une vieille histoire. J'ai retrouvé par des lectures indirectes un très joli texte de 1834 de Giacomo Leopardi qui s'appelle « Dialogue de la mort et de la mode ». Et la mode dit à la mort, en gros, toi tu les prends, tu leur suces le sang et tu en profites quand c'est fini. Moi je les emmerde toute leur vie. La mode, je vous lis 5 lignes. Je dis donc que renouveler continuellement le monde
C'est dans notre nature et nos habitudes. Toi, la mort, tu te jettes sans cesse sur les gens et sur le sang qui coule en eux. Alors que moi, la mode, je me contente tout au plus de leur barbe, de leurs cheveux, de leurs habits, de leur mobilier, de leur architecture. On pourrait généraliser, continuer. Et c'est de ce parallèle de la mode et du monde de l'architecture pour dire qu'au fond, nous vivons dans un système culturel et nous pensons l'habitation dans un système culturel complètement biaisé, influencé et formaté par l'industrie de la construction, par les grandes industries des matériaux de construction. Et déjà Louis Sullivan disait « Le monde est rempli de savoir, il est vide de compréhension ». Et Pline l'Ancien disait en gros la même chose, « Laisse-moi te le dire, le savoir vient de l'esprit, la compréhension vient du cœur ». Au XIXe siècle, lorsque Marx et Engels ont écrit la question du logement, l'effectif des personnes mal logées vivant en Europe, Manchester, Liverpool, Londres, dans les slums décrits par Dickens, l'effectif était 300 à 500 000 personnes. 150 ans plus tard, l'effectif des gens pas logés ou mal logés, c'est 1,5 milliard, sans que la population mondiale ait augmenté dans la même proportion. Je lis beaucoup plus de romans que de livres de sciences sociales, parce qu'un bon roman est beaucoup plus efficace pour aller directement au sujet. Suketu Mehta, Bombay Maximum City. Le pays se rit de l'obstacle des savoirs fondamentaux. Ici, on ouvre des écoles d'informatique et de gestion de niveau international, inaccessibles aux millions d'analphabètes. Je passe sur la suite. On a des autoroutes, des voitures qui roulent à 200 à l'heure, mais pas de route, etc., etc. Cette situation réelle, objective dans laquelle vit notre monde, notre espèce, est en conflit direct avec les capacités de la planète. C'est un secret pour plus personne. Et pour donner qu'un seul argument, aucun pays du monde n'a réussi à enrayer l'érosion de la biodiversité. Le système économique et industriel avec lequel nous pensons l'architecture et avec lequel nous pensons la construction peut encore durer quelque temps, mais il ne peut pas achever de se généraliser pour abriter le monde entier. Et c'est exactement dans ce clash, dans cette zone de collapse entre les pratiques économiques de l'industrie de la construction et les ressources disponibles que j'ai l'immodestie de croire qu'il y a un champ de réflexion pour l'architecture vernaculaire ou pour ce que j'ai appelé la nouvelle architecture vernaculaire. Et pour le monde des architectes, pour la culture des architectes, tout ceci n'est pas du tout une nouveauté. Vous avez peut-être entendu parler pendant vos études, parce qu'après on n'en parle plus, d'un type qui s'appelait Adolf Loos, qui était le chef de l'administration du logement de Vienne, et il avait inventé des systèmes tout à fait efficaces pour favoriser la construction. Il faisait se marier l'architecte et le travailleur. Il avait inventé ce qu'en allemand il appelait la Muskelhypothek, l'hypothèque des muscles, c'est-à-dire un système dans lequel les ouvriers sans travail pouvaient investir leur travail propre à la place des capitaux propres pour construire leur propre maison. Vous n'aviez pas d'argent, vous n'aviez pas de travail, mais vous aviez du temps pour travailler, et ce travail, c'était votre capital propre. Le même Adolf Loos
a déposé un brevet de maison à un seul mur. C'est un système de contiguïté qui permet de multiplier les systèmes, qui fait beaucoup penser au système inventé par Alejandro Aravena pour Elemental, pour un mandat pour Chile Barrio. Avec Adolf Loos et dans l'entourage d'Adolf Loos, la Vienne du début du XXe siècle avait toute une série de penseurs qui ont réfléchi à des questions fondamentales qui ont été utilisées sur les chantiers des constructions de logements populaires à Vienne. Par exemple, l'austro-marxiste Otto Bauer, et il a été ensuite persécuté par les staliniens qui l'ont traité de réformiste. Otto Bauer a construit avant 1930 un système théorique extrêmement sophistiqué sur l'utilité de privilégier des chantiers intensifs en main-d'œuvre et pas intensifs en technologie, et pour favoriser des systèmes de construction qui faisaient travailler beaucoup de monde, pour lutter contre le chômage et pour faire vivre les gens. Il a, by the way, aussi développé toute une critique de la Première Guerre mondiale où il disait c'était la dernière guerre avec et pour le charbon, maintenant on va faire la guerre pour le pétrole. Seulement il a écrit ça en 1936. Alors un des problèmes que nous avons tous, le passé fait partie de notre présent, nous nous intéressons au passé, mais nous sommes tous frappés massivement d'amnésie. Le domaine des pratiques vernaculaires, ça c'était juste quelques éléments d'un appareil théorique. Le domaine des pratiques vernaculaires offre en tous les cas et au minimum un stock extraordinaire de dispositifs ingénieux. C'est la raison du titre de l'ouvrage que j'ai publié il y a maintenant 5 ans, Learning from Vernacular. Le vernaculaire ne m'intéresse que pour une seule raison. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Comment le passé vernaculaire fait-il partie de notre présent? C'est l'unique chose intéressante. Ici, c'est une image qui me touche beaucoup. C'est un architecte suisse qui a enseigné dans les vallées du nord du Pakistan la construction de gabions, poids et pierre. Il a été présenté cette technique réhabilitée aux ingénieurs et architectes du Pakistan qui leur ont dit « Piss off, it's not modern ». Alors il a rencontré un général de l'armée pakistanaise avec des moustaches et des galons. Et le général a trouvé ça intelligent et ils ont construit plusieurs dizaines de milliers de maisons sur cette technique grâce à un coopérant suisse et à l'armée pakistanaise. Donc il y a vraiment des leçons pratiques immédiates. Quelle est la qualité de ce système? C'est un système de construction massif qui offre une grande inertie thermique pour les climats continentaux extrêmement chauds, extrêmement froids. Et surtout, il est un système de maçonnerie armée avant le béton armé. Il a une très forte résistance parasismique. L'image ici en bas est une image d'un fort anglais où les officiers anglais de la première guerre anglaise contre l'Afghanistan écrivaient au War Office que les boulets de canon qu'ils étaient dotés ne valaient rien parce qu'ils n'arrivaient pas à détruire ces forts. Évidemment, on peut multiplier les exemples. Je ne vais pas parler jusqu'à 10 heures ce soir. Les Hakka Roundhouses sont aujourd'hui patrimoine, marchandise mondiale de l'humanité chinoise, mais ils contiennent des leçons tout à fait intéressantes. La première est que le mur arrière, la coupe est une photo d'une maquette, le mur arrière fait 4 étages de haut, il est en rammed earth, en terre banchée, armé d'éclisses de bambou, et le système le toit est préfabriqué parce que quand le mur est construit, il faut abriter tout de suite de la pluie, et l'élément que vous avez à l'intérieur du cercle des galeries et des étages d'habitation est l'élément qui sert d'échafaudage.
pour construire l'immeuble. Il y a une quantité de choses techniques à apprendre, mais il y a aussi des leçons sociales. Comme dans un système circulaire, si vous tombez sur un lot qui est situé au sud et que tout votre balcon, vos fenêtres donnent au nord, vous êtes défavorisé et vos piments et votre maïs ne va jamais sécher. Donc, le système de régulation sociale est très ingénieux parce que vous n'êtes jamais tributaire ou propriétaire d'un lot unique. Vous avez 3 pièces réparties dans différentes orientations de la maison. Comme ça, vous socialisez les avantages et les désavantages. Ça ne marche pas dans un système de marché libre et ouvert qui est purement spéculatif. L'architecture en terre, probablement dans la tradition arabo-andalouse, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi. Les systèmes sont extraordinairement intéressants ici dans la plaine du fleuve Jaune, les systèmes d'habitation troglodytes. On les redécouvre des fois empiriquement. Ici, c'est une anecdote amusante. Ils ont construit ça pour des questions réglementaires. C'est une crèche pour les enfants. Et comme c'est construit selon un standard durable, il y a un test de 2 ans sur la consommation d'énergie. Les ingénieurs ont fait tous les calculs et les 2 années de test, la consommation a été 3 fois plus faible que ce qu'avaient prédit les calculs, parce que les calculs suisses de stabilité et de performance énergétique ne tiennent pas compte de l'inertie. Les standards suisses d'efficacité énergétique des bâtiments ont été calculés par les industriels qui produisent styropor, le système de polystyrène expansé. Et quand vous laissez les industriels de l'isolation faire les standards, c'est comme si vous demandiez aux prostituées d'écrire le droit matrimonial. Les cases Mousgoum sont mondialement connues et célèbres pour la répartition genrée des compétences. Les hommes construisent et les femmes savent faire le mélange, mais elles sont peut-être surtout intéressantes par le système spatial du village Mousgoum qui organise très strictement toute une vie et de manière très sophistiquée. L'eau est le principal problème environnemental que nous devons affronter. C'est probablement bien pire que le CO2. L'OMS, nous sommes la seule espèce qui chie dans son eau potable et l'OMS considère que dans certains pays, ce phénomène est à l'origine de 75% des problèmes de santé publique. Mais là aussi, nous sommes amnésiques. La vieille ville de Sanaa, c'est littéralement un urbanisme du transit intestinal. Les points noirs de la carte ici sont les cours dans lesquels on récupère et on sèche les matières fécales d'origine humaine qui servent à fertiliser le désert et qui servent à faire fonctionner le système des palmeraies. Et dans le désert, avec une pluviométrie d'extrême sécheresse, les Yéménites arrivent à faire vivre en autosuffisance une ville depuis 2000 ans. Les roseaux, les marais de Bassora, Wilfried Thesiger, les photos historiques, les chalets des Alpes, les trous-lits des Pouilles. Et finalement, ce qui m'intéresse le plus, c'est là où je veux en venir, c'est qu'en est-il d'une nouvelle architecture vernaculaire. Et je voudrais simplement vous introduire pendant les 7 ou 8 minutes qui restent, enfin un peu moins de 10, à l'œuvre d'une femme blanche sud-africaine qui provient du dispositif qui tient le pouvoir en Afrique du Sud. Le grand-père de Karin Smuts était le Field Marshal Jan Smuts, témoin au mariage de la reine d'Angleterre. Donc on est vraiment dans l'establishment africain et anglophone. Et Karin, à partir de 1989, c'est-à-dire longtemps avant la fin de l'apartheid, a commencé à faire tout un travail avec les communautés noires.
Ce qu'elle construit est indiscutablement, au sens où je le partage avec mes collègues professeurs d'architecture, de l'architecture. La construction est impeccable, le dispositif spatial est intelligent, effectivement fonctionnel et même sophistiqué, la conduite de la lumière est parfaite, la couleur est maîtrisée. C'est le jeu correct et magnifique des formes et de la lumière dans un certain ordre assemblé de Corbusier, et ces conditions sont absolument rassemblées. Je pense qu'on peut être d'accord d'affirmer qu'Karin Smuts, CS Studio sont des architectes de talent au sens où nous l'entendons en Europe. Les formes ne sont pas celles de Frank Gehry. Les formes ont beaucoup plus à voir avec la forme du village Mousgoum, parce qu'avant de choisir ce système de volume pour le centre culturel de Gugastébé, Karin a passé 2 ans, un jour entier par semaine, en négociation avec les femmes de la communauté pour travailler le programme. Elle dit, si tu veux travailler avec une communauté comme ça, tu dois négocier 2 ans avec eux avant de tirer le premier trait avec ton crayon. Cette forme n'est pas un caprice formel pour revue d'architecture, c'est le résultat d'une négociation avec des femmes qui ont un programme social, créer un centre dans lequel les enfants puissent vivre, travailler, venir, parce que dans ce quartier, il y avait eu quelque chose comme 120 mineurs de moins de 18 ans tués par arme à feu dans les 2 ans précédents. La méthode de l'architecte se fonde sur toute une série de choses que l'on peut facilement appréhender. Par exemple, la maquette. La maquette fait partie presque contractuellement de la relation avec le client. Vous vous souvenez, si vous allez sur Internet et vous tapez Queen Mary's Dollhouse, vous connaissez Queen Mary's Dollhouse? Non, je vous recommande. Edwin Lutyens, l'architecte de la reine Victoria, l'architecte du gouvernement de New Delhi, de Connaught Circus à New Delhi, a construit pour la jeune reine Mary en 1924, au moment de l'exposition universelle, Queen Mary's Dollhouse, qui est une vraie maison de poupée, qui est un objet absolument incroyable. Et au fond, personnellement, j'ai gardé un cœur d'enfant. Et la seule chose, le seul document d'architecture que je comprends vraiment, c'est les maquettes, c'est les maisons de poupées. Tout le reste, je vous assure, c'est compliqué. Et j'ai vu quand même que des tas de professionnels diront « Ah non, non, ça c'est la coupe ici, non, c'est là, ah non, tu te trompes ». Donc en fait, le document d'architecture, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose avec quoi on ne peut pas communiquer, mais la maquette, tout le monde comprend. Et Karin utilise la maquette pour négocier avec les communautés avec lesquelles elle travaille. Elle utilise la maquette presque comme une partie du contrat pour dire c'est ça que nous allons construire. Sur la maquette à l'échelle 1/20, on sait, parce que le détail est homothétique, à peu près comment on va le construire. Vous avez tous déjà, tous les architectes, tous les ingénieurs qui sont ici, vous avez déjà tous une idée de comment vous allez construire cette poutre. Vous avez tous compris que ça, c'est des containers de 40 pieds. Et vous avez ici un dispositif constructif, un dispositif spatial et un contrat entre l'architecte et son client. C'est d'autant plus important que le client, c'est celui qui va faire le travail et construire. On est ici, je prétends, ou c'est mon opinion, qu'on est ici dans le domaine du vernaculaire. Vous allez sur le chantier, vous reconnaissez la poutre, vous reconnaissez les containers,
Les briques de terre cuite sont indispensables en Afrique du Sud parce que chez nous, la pluie tombe du haut en bas, mais en Afrique du Sud, pardon, la pluie, elle tombe comme ça. Donc si vous n'avez pas un sérieux parement, vous avez un sérieux problème. Et comme derrière, vous avez une isolation dans un mélange terre-paille, qui est une des utilisations les plus simples, les plus faciles à mettre en œuvre de la terre, on peut dire maintenant en plus que presque tous les matériaux de construction de ce chantier sont donnés, sont de la récupération ou en tout cas des cessions presque gratuites des entreprises ou des professionnels du bâtiment. Vous avez ici des détails de ce chantier. J'ai parlé tout à l'heure de la question capital expensive ou labor expensive. Un simple détail, ce garçon est en train, avec des morceaux de mosaïque qui sont des déchets de chantier, de faire le panneau Information Desk. Vous tous, nous tous, si dans une clinique, un hôpital, ici c'est dans un dispensaire, vous devez mettre le panneau Information Desk. Si le budget est court, vous achetez un panneau tel qu'il est livré. Si le budget est fat, vous mandatez un designer qui va faire une chose illisible pour donner le même message. Résultat, on va dépenser minimum 400 euros, il n'y a pas de limite vers en haut, pour faire la même chose. Ici, on dépense peut-être 60 euros et un garçon apprend quelque chose, commence à apprendre un métier, s'exprime culturellement et esthétiquement, ne subit pas ce que le vieux Marx appelait l'aliénation dans son travail, il se réapproprie son travail, il se réapproprie la finalité de son travail, il est bien convaincu que ça doit être lisible et que ça doit être utile et que ça doit tenir. On est dans le domaine vernaculaire. De nouveau sur le plan, c'est le même dispensaire. Vous avez le triangle du fond, c'est la zone d'accueil et les différentes fonctions sont dispersées en 17 petites unités ou 14 petites unités avec chaque fois space in between, l'espace interstitiel. Et vous savez que les espaces interstitiels sont la chose la plus anti-moderne qui soit. La Fondation de l'Abbé Pierre a mandaté une anthropologue à Marseille pour travailler sur le statut des personnes sans domicile fixe dans la ville de Marseille. Et elle a écrit dans son rapport final une très jolie phrase. Elle dit « Les SDF, personnes sans domicile fixe en français, sont comme les canaris des mines. » Vous savez, dans les mines de charbon, les mineurs avaient un canari. Tant que le canari sifflait, l'air était respirable. Si le canari mourait, il fallait partir. Les sans domicile fixe peuvent s'approprier l'espace urbain. La modernité du profit fait des espaces urbains lisses, des trémies d'accès pour les voitures, avec des badges pour aller au garage, des badges pour aller dans les maisons. Moi, je dois m'identifier 3 fois pour aller chercher Devendra, 7 ans, mon petit-fils, à son école. Et la société moderne élimine les spaces in between. Or, les espaces interstitiels créent, c'est de la surface de peau à caresser. Prenez ça comme vous voulez. Mais c'est aussi une dimension du domaine vernaculaire. Karine pousse la logique de la maquette extrêmement loin, puisqu'au fond, elle fait ses plans maquettes pour travailler sur l'emplacement du mobilier, sur comment on va utiliser l'espace. Et là, on retrouve même une leçon de l'architecture savante. Si vous regardez les coupes-élévations de Duban ou de Viollet-le-Duc au XIXe siècle, ils ne faisaient rien d'autre. L'espace vernaculaire, les approches vernaculaires, le travail sur le chantier
sont autant de moyens de tourner le dos à ça. J'ai pris cette photo à Suzhou, qui est à Pudong, qui se situe au sud de Shanghai. Dans mon dos, il y a Jinmao Tower, où on a détruit au bulldozer, déporté pendant la nuit les habitants. On déporte 5000 personnes à 300 km. Et avant le matin, le bulldozer a cassé toute cette architecture vernaculaire et on construit ça. Et la démarche vernaculaire, c'est à mon avis un moyen de se souvenir de la portée existentielle du geste de Derzu Uzala, qui sauve la vie d'Arseniev. Et à mon avis, la démarche vernaculaire est une des voies par laquelle éventuellement on sauvera nos vies.